Je voudrais, dans les 45 minutes de temps de parole, je voudrais insister sur une notion qui me tient à cœur depuis le 7 octobre, et sur un terme que j'ai utilisé assez vite, qui est aujourd'hui très largement repris, qui est le terme de guerre existentielle. Guerre existentielle, c'est un mot qui est très lourd, qui est très lourd et que je n'avais jamais utilisé jusqu'ici. Ça veut dire que je considère, et je vais essayer de vous le montrer, qu'on a basculé, à l'automne dernier dans quelque chose de tout à fait différent de ce qu'on vivait jusqu'ici. C'est plus une guerre pour agrandir des frontières, ou être un peu plus nombreux, ou être un peu plus puissant. C'est une guerre existentielle, c'est un combat à mort. Ça ne veut pas dire que est inéluctable, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'interposer, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution, au contraire, mais ça permet de donner la mesure du risque systémique dans lequel on est. Alors, d'abord, c'est une guerre existentielle parce qu'elle est ressentie comme telle par les deux populations. Et je voudrais commencer par là, je voudrais essayer d'expliquer pourquoi les deux populations, la population israélienne et palestinienne, se considèrent aujourd'hui menacées dans leur existence même. Et je pense qu'il faut absolument prendre en compte ce ressenti des populations avant toute discussion. Alors, pour ça, il faut faire parler les chiffres, c'est un peu macabre, mais voilà, rappeler à nouveau que les quelques 900 morts civils du 7 octobre, à l'échelle de la France, représenteraient à peu près 10 000 morts civils en une seule journée. 10 000 morts civils, hein, j'ai bien dit, sans compter les militaires et les forces de sécurité. Vous vous souvenez par exemple, les attentats du Bataclan, 90 morts au Bataclan, 40 morts par ailleurs, 130 morts en tout. 130 morts pour une population de 70 millions, ce que ça avait provoqué dans la société civile française. Là, c'est 10 000 morts. À Gaza, aujourd'hui, 25, 26, 27 000 morts, sans doute 5 ou 10 000 encore sous les décombres, même en ne considérant que le chiffre de 25 ou 27 000 morts, on est au-delà de 1% de la population. Alors on peut se dire, 1% c'est pas tant que ça. 1% ramené à la population française, c'est 700 000 morts. 700 000 morts civils, dont 450 000 femmes et enfants, en 3 mois. Sans compter, on considère qu'il y a à peu près 60 ou 70 000 blessés graves. Hein, donc là encore, hein, si vous faites la péréquation pour la France, vous arrivez à peu près 1 500 000 blessés graves, hein, donc amputés, très très gravement atteints à vie, toute leur vie. Voilà ce que les deux sociétés civiles sont en train de traverser, hein, chacune pour leur part, et chacune avec leurs imaginaires, avec leur parcours. Encore une fois, pour recaler ça dans des événements plus contemporains, la guerre en Ukraine, qui est absolument tragique, hein, si on compte les morts civiles, c'est 20 000 morts civils en 2 ans, pour une population beaucoup plus importante. Là, on parle de sans doute 30 000 morts en 3 mois, pour une population de 2,5 millions d'habitants. Il y a d'autres chiffres, hein, les déplacés, hein, vous l'avez dit. On est au-delà maintenant des 2 millions de déplacés à Gaza, donc 80, 85, 90% de la population est déplacée. Vous voyez ce que ça fait quand il y a 200 personnes qui dorment dans un gymnase parce qu'il y a des inondations. Enfin, et je ne veux pas du tout minorer ce qui se passe, c'est juste, encore une fois, pour dire qu'au-delà de la guerre, il y a des structures sociales, il y a des structures psychiques, des structures familiales qui sont totalement, je ne sais pas comment dire, sans dessus-dessous, fracassées par ce qui se passe.
En Israël, il y a des déplacés aussi, c'est beaucoup moins important, mais il faut le dire aussi pour comprendre ce qui se passe dans la société civile israélienne. 200 000, 250 000 déplacés des frontières nord, qui ont été évacués de la frontière nord, qui sont évacués depuis 4 mois, et des alentours de Gaza. C'est pareil, 250 000 évacués. À l'échelle de la France, ça ferait 2,5 millions de déplacés. Imaginez si en France, on avait à gérer 2,5 millions de déplacés. Pareil, dans des gymnases, avec des banques alimentaires, etc. Regardez ce que ça fait à notre société quand on a quelques centaines de déplacés à cause d'inondations. Et puis du côté israélien aussi, 300 000, 400 000 mobilisés, hommes et femmes confondus, ce qui pareil à l'échelle de la France correspondrait à 4 millions de personnes mobilisées, ce qui désorganise totalement la société et l'économie. Voilà ce que les deux sociétés ont à subir, ont à affronter, ont à traverser depuis 4 mois. Et je le dis parce que ça permet immédiatement de se mettre à distance, de se mettre à bonne distance de ce qui arrive, de façon très simple et très spontanée. Il ne nous arrive pas ce qui arrive aujourd'hui aux populations palestiniennes et israéliennes. Et c'est pas parce qu'on joue à la guerre, je l'ai dit dans un article récent, c'est pas parce qu'on prend des positions, aussi radicales soient-elles, c'est pas parce qu'on va appuyer Israël dans sa riposte, etc., ou glorifier les, entre guillemets, martyrs du Hamas. C'est pas parce qu'on se montre solidaire qu'en fait on partage la situation quotidienne de ces populations. On n'est pas dans cette situation-là, ni vous, ni moi. Ce soir, vous dormirez au chaud, moi aussi. Et en fait, on est dans une société qui est quand même relativement stable. De ce point de vue-là, je considère que notre rôle, c'est d'assumer cette extériorité. Ça ne veut pas du tout dire qu'il ne faut pas militer, ça ne veut pas du tout dire qu'il ne faut pas prendre position, qu'il ne faut pas s'interposer, au contraire. Mais depuis cette extériorité, ça me semble fondamental. Justement pour pouvoir avoir un rôle positif. Et puis il faut essayer de comprendre, il faut essayer de recaler ces événements dans le temps. C'est mon métier, je suis historien. Donc historien, c'est pas seulement raconter, faire le récit, mais c'est, tu veux dire, périodiser, c'est-à-dire, pareil, de façon un peu prosaïque, chapitrer, quoi. J'ai réfléchi pendant quelques jours après le 7 octobre et j'ai considéré qu'on a basculé dans un nouvel acte du conflit israélo-palestinien. Et je vais essayer de vous le démontrer en quelques phrases. On est dans un moment qui ne correspond à aucune des périodes précédentes, si on remonte à peu près 140, 150 ans d'ici. Je considère qu'on est entré dans le 5e acte du conflit israélo-palestinien, 5e acte de cette tragédie, et assez spontanément. Il y a un téléphone qui sonne, c'est le prof de fac qui... Je fais comme avec les étudiants. 5e acte, dans la tragédie, on sait que le 5e acte, c'est l'acte du dénouement. Et souvent, ça se termine très mal. Ça se termine par la disparition de l'un ou l'autre des protagonistes, ou des deux, ou par une solution plus positive, que ce soit un Deus ex machina, voilà, mais un dénouement en tout cas. Le premier acte, des années 1880, la Première Guerre mondiale, 30-40 ans, on peut dire, c'est la genèse des projets nationaux concurrents. C'est le moment où ces deux projets nationaux se mettent en place. C'est un moment intellectuel, culturel, idéologique, mise en place du sionisme, ce qu'on appelle le sionisme synthétique, émergence du nationalisme palestinien, la jeunesse des projets nationaux concurrents. Premier acte. Le deuxième acte de la Première Guerre mondiale à la Deuxième Guerre mondiale, on va dire à 1947, au plan de partage, 30 ans à nouveau, des affrontements sporadiques entre ces deux projets sous tutelle internationale. Vous savez que c'est la Grande-Bretagne, mais qui a un mandat international, un mandat de la Société des Nations, Henri Laurence a dû vous expliquer tout ça, qui sont en Palestine et qui cherchent, au nom de la communauté internationale, à régler cette question de Palestine. C'est très important, cette phase-là, parce que c'est le moment de l'internationalisation de la question israélo-palestinienne.
C'est le moment où la communauté internationale se saisit, Société des Nations, après la Première Guerre mondiale, Organisation des Nations Unies après la Deuxième Guerre mondiale, et cette question devient paramétrée, finalement, par la communauté internationale et par le droit international. Ce qui, évidemment, a des incidences très fortes aujourd'hui et donne à la communauté internationale des responsabilités éminentes. Ça, c'est le deuxième acte, des affrontements sporadiques sous tutelle internationale, 1917-1947, on pourrait dire. Le troisième acte, de 1948, on va dire à 1987, à peu près une quarantaine d'années, c'est ce qu'on a appelé le conflit israélo-arabe. Ce sont en fait des guerres conventionnelles entre États. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Première guerre israélo-arabe, 1948. Deuxième guerre, 1967, mais il faudrait ajouter aussi la crise de Suez de 1956. Puis ensuite la guerre de Kippour, 1973. On pourrait même y ajouter la guerre du Liban, en tout cas l'incursion israélienne au Liban, 1982. Il faudrait ajouter aussi ce qui se passe en Jordanie, Septembre Noir, Sabra et Shatila, etc. C'est-à-dire que le cadre, c'est quand même les États, ce qu'on a appelé donc le conflit israélo-arabe, des guerres conventionnelles entre États et qui se terminent par des victoires, par des défaites, et puis ensuite éventuellement par des traités de paix avec l'Égypte, vous savez, les accords de Camp David 1978 avec la Jordanie. Voilà, c'est le conflit israélo-arabe qui est gérable dans ce contexte-là. C'est le troisième acte de la tragédie israélo-palestinienne. Et c'est un conflit interétatique qui, évidemment, la guerre froide, qui a des incidences très très fortes. Le quatrième acte, c'est celui qui s'ouvre en 1987 et qui vient de se terminer. Donc c'est encore une quarantaine d'années. C'est une alternance d'intifada et de négociations, de soulèvement populaire palestinien et de négociations. Il faut penser ces deux phénomènes ensemble. Hein. On a tendance à, peut-être d'un point de vue français, à considérer que c'est le contraire, intifada et négociation. Non, c'est la même séquence. Hein. C'est l'OLP, en l'occurrence, qui est le pivot de ce quatrième acte, qui fait des intifadas un moyen de renforcer un rapport de force dans des négociations. Le pivot du côté palestinien, effectivement, de ce quatrième acte, c'est l'OLP, c'est Yasser Arafat. C'est la décision historique l'aggiornamento de l'OLP de 1988 de reconnaître Israël dans ses frontières de 67, de ne plus se battre pour une Palestine souveraine, totalement souveraine de la mer Méditerranée au Jourdain, mais seulement pour 22% du territoire, hein, à l'intérieur des frontières de 67. Donc, et c'est ce processus de paix ensuite qui n'a pas fini de mourir en 2007, conférence d'Annapolis, et puis jusqu'à, on peut dire que le dernier clou sur le cercueil, ça a été la décision unilatérale de l'administration Trump, hein, de déplacement de l'ambassade américaine à Jérusalem en 2017-2018. C'était le quatrième acte. Et donc on avait un acteur palestinien qui était l'OLP, qui était dominant, puis ensuite l'autorité palestinienne. On avait en face ce qu'on a appelé le camp de la paix en Israël. C'est eux qui ont animé ce quatrième acte. Et vous voyez bien qu'on a basculé dans complètement autre chose. Et vous voyez bien que, alors ça avait sans doute commencé avant le 7 octobre, on était un certain nombre à dire, depuis 2019-2020, les marches du retour, les affrontements sur l'esplanade des mosquées, un nombre de morts civils de plus en plus important en Cisjordanie, en 2022, qui était une année meurtrière. On était un certain nombre à dire que la situation n'était pas du tout à l'équilibre, contrairement à ce que voulait croire la chancellerie diplomatique. Mais c'est le 7 octobre, on va dire, et les suites du 7 octobre qui a mis en lumière qu'on avait basculé dans un cinquième acte. Vous voyez bien que ce qui se passe depuis le 7 octobre, vous pouvez pas le recaler dans tout ce que je viens de raconter. Jeunesse des projets nationaux, conflit sporadique sous tutelle internationale, il n'y a plus de tutelle internationale, guerre conventionnelle entre États, il n'y a plus d'États, en tout cas ils ne sont pas... processus de paix et intifada populaire, on n'est plus là-dedans. On est dans autre chose. On a basculé dans ce que j'appelle la guerre existentielle des deux côtés. Cette guerre existentielle, elle est aussi perçue comme une menace existentielle parce qu'elle réactive pour les deux populations, dans les deux sociétés civiles,
des traumas historiques et mémoriels extrêmement profonds. Du côté israélien, le 7 octobre a été perçu comme une menace existentielle, d'abord parce que c'est la première attaque sur le sol israélien aussi profonde depuis la fondation de l'État. Hein, ça fait penser pour Israël à la guerre de Kippour, en 1973, sauf que 1973, c'est une armée conventionnelle en face. Une armée conventionnelle, on sait comment la combattre, on sait comment contre-attaquer. C'est une bataille qui peut amener à une victoire décisive. On a parlé beaucoup en Israël depuis le 7 octobre de pogrom, hein, c'est-à-dire ces massacres délibérés de civils. Il faut savoir que le terme de pogrom était très présent dans la presse israélienne de gauche, de centre-gauche, bien avant le 7 octobre, pour désigner les assassinats de civils palestiniens par des colons israéliens, notamment à Ouara, justement précisément entre Ramallah et Naplouse, dans la partie nord de la Cisjordanie. On parlait de pogrom parce qu'un pogrom, au sens strict, ce sont des civils qui sont assassinés sous couvert d'une armée conventionnelle qui n'agit pas pour protéger les civils. C'est ça un pogrom. Vous savez aussi qu'en Israël, on a beaucoup invoqué la Shoah, la Deuxième Guerre mondiale. Ça en dit beaucoup plus, de mon point de vue, sur la psyché israélienne que sur la réalité de ce qui s'est passé le 7 octobre. Mais voilà, ce ressenti doit être pris en compte aussi, même s'il y a eu à l'intérieur de la société israélienne des débats très très forts. Vous devez savoir par exemple que quand la délégation israélienne aux Nations Unies s'est présentée au Conseil de sécurité avec une étoile jaune, toute la délégation israélienne avait porté une étoile jaune. Mais la direction, la présidence, tout le staff de Yad Vashem, du mémorial pour la Shoah en Israël, qui est pourtant une institution publique, se sont scandalisés. Ils ont considéré qu'il était scandaleux d'instrumentaliser, je reprends les termes de la présidence de Yad Vashem, d'instrumentaliser la mémoire de la Shoah pour un bénéfice éventuel politique ou diplomatique. Voilà. C'est pour dire que, à l'intérieur même de la société israélienne, cette référence au trauma de la Deuxième Guerre mondiale ne faisait pas du tout consensus. Du côté palestinien, évidemment, ce qui est en train d'arriver à Gaza ne peut que faire référence à la Nakba de 1948-1949, également aussi à ce qu'on appelle la Naksa de 1967. La Naksa, c'est la rechute. Il y a eu aussi des expulsions assez importantes après la guerre de 6 jours en 1967. Pourquoi ? Parce que la Nakba 1948-49, qui est vraiment fondatrice dans la conscience nationale palestinienne, c'est 750 000 réfugiés. Aujourd'hui, on parle de 2,3 millions, 2,4 millions de déplacés, dont le plan est de les expulser vers l'Égypte. On va y revenir, et ça a été encore dit très très explicitement par les ministres israéliens dimanche dernier. Donc là, effectivement, c'est pas du tout un fantasme. C'est d'autant moins un fantasme que le terme de Nakba, qui était jusqu'à très récemment un tabou dans le débat public israélien, on n'a pas le droit de dire Nakba, on n'a pas le droit de dire Nakba par exemple dans le cadre de l'enseignement public, est devenu un slogan pour l'extrême droite. On entend sur les plateaux de télévision, dans les meetings, on dit Nakba pour s'en féliciter, mais en disant juste par contre on aurait dû terminer le travail en 1948-49, puis en 1967, et il faut terminer le travail aujourd'hui. Donc c'est véritablement pas un fantasme palestinien. Et puis il y a autre chose qui fait qu'il y a des traumas qui sont réactivés, c'est les otages israéliens, les 240 otages, qui sont 130 aujourd'hui, les prisonniers palestiniens, qui renvoient en fait vraiment au fondement des deux cultures. Les otages, c'est la culture des captifs. Toujours se souvenir que l'État d'Israël a été fondé par une diaspora, donc par une société en exil. Et la question de la captivité est extrêmement importante. Il faut y lire des dizaines et des dizaines de pages du Talmud sur les captifs, sur qui doit être libéré le premier quand il y a une négociation pour des captifs. Dans les négociations actuelles, des femmes, des enfants, des militaires, des soldats, c'est toujours les militaires et les soldats en dernier, c'est toujours les femmes en premier.
pas tant d'ailleurs sur la question du viol et des violences sexuelles, du risque de viol et de violences sexuelles, mais c'est parce qu'elles portent la vie. Du côté palestinien, bien sûr, les prisonniers, c'est un consensus palestinien. S'il y a un consensus palestinien, c'est de se battre pour faire libérer les prisonniers. Vous devez savoir que la société civile palestinienne est une société carcérale. Hein. La plupart des hommes palestiniens ont connu la prison, ou connaîtront la prison. C'est vraiment une expérience commune, collective de la société palestinienne. Donc ces deux expériences aussi, les otages et les prisonniers, et ces négociations otages contre prisonniers remuent extrêmement profondément les imaginaires, les deux imaginaires. Alors, je voudrais mettre un peu à jour cette question de la Nakba, parce qu'il s'est passé dimanche un meeting en présence de 5000 personnes à Binyamin Oma, qui est le palais des congrès de Jérusalem, en présence de 12 ministres du gouvernement israélien sur 35. Donc un tiers du gouvernement était représenté et la plupart des ministres ont pris la parole. Et puis 15 députés de la coalition, donc on va dire un quart des députés qui étaient présents, dont des députés du Likoud, donc, du parti, on va dire, de la droite classique israélienne. Et les prises de parole, donc prises de parole publiques évidemment. Donc ce meeting, c'était officiellement un meeting pour la recolonisation de Gaza. Mais en fait, on s'est rendu compte assez vite que les prises de parole concernaient moins la recolonisation de Gaza que l'expulsion préalable de tout ou partie des populations, de la population palestinienne de Gaza. Quelques citations. Itamar Ben-Gvir, ministre entre guillemets de la Sécurité nationale, je le cite: la seule solution est la déportation massive des habitants de Gaza, des habitants, de certains habitants ou des terroristes du Hamas, déportation massive des habitants de Gaza, fermez les guillemets. Bezalel Smotrich, lui, n'a pas donné de chiffres, il a pris la parole, il a dit que les soldats qui font la guerre en ce moment à Gaza, ils resteront pour reconstruire et étendre les colonies. Mais quelques 2-3 semaines avant, il avait fait une déclaration publique pour dire à la télévision, pour dire que ce qui serait parfait, ce serait d'arriver à un chiffre de 100 à 200 000 Palestiniens à Gaza. Et donner un chiffre. Donc 100 à 200 000 Palestiniens, ça veut dire 2,2 millions d'expulsés. C'est-à-dire 3 fois la Nakba de 1948. D'accord? Bezalel Smotrich, il est en plus ministre des Finances, ministre des Implantations, et il a vraiment un parallèle, un périmètre d'intervention et un portefeuille extrêmement important. Aviad Vizoli, avocat, qui a pris la parole pour dire la deuxième Nakba, vous voyez, dans un meeting de l'extrême droite israélienne, il dit la deuxième Nakba, l'expulsion massive des habitants de Gaza, est pleinement justifiée par les lois de la guerre, fermez les guillemets. Daniela Weiss, une des organisatrices de la conférence, a décrit très précisément en fait la scène qui devait arriver. Je la cite: les portes de Gaza vont s'ouvrir vers le sud, vers l'Égypte. Les habitants de Gaza vont passer par là, et le peuple d'Israël pourra s'y installer. On ne peut pas, je ne sais pas comment être plus explicite en fait, et concret. Le ministre des Communications, Shlomo Karki, a donné une définition très claire de ce qui est considéré dans le vocabulaire gouvernemental israélien comme de l'émigration volontaire. Parce que vous savez que Netanyahou utilise beaucoup ce terme. Oui, il faudra peut-être recourir à l'immigration volontaire. Alors, il y a même parfois dans le discours, on dit: ah ben oui, là, la situation humanitaire est tellement terrible, il faut peut-être effectivement ouvrir la frontière avec l'Égypte pour que ceux qui veulent s'en aillent. Je vais vous donner la définition de Shlomo Karki, ministre des Communications. Je le cite: l'émigration volontaire doit parfois être imposée avant d'être consentie. On parle beaucoup du consentement en ce moment. Donc vous voyez, en fait, c'est un consentement qui doit être imposé avant d'être consenti. Je ne sais pas ce que c'est comme figure de style, mais c'est dans la même phrase, il n'y a pas de coupe dans ce que je viens de dire. L'émigration volontaire, donc c'est pour dire qu'il faut que ce concept soit mis en avant. Donc dans les prochains jours ou prochaines semaines, quand vous entendrez émigration volontaire, de la part
membre du gouvernement israélien, il faudra lire ce que je viens de dire de la part de la ministre. L'émigration volontaire doit parfois être imposée avant d'être consentie. Voilà. Ça n'est donc pas une immigration volontaire, c'est donc une expulsion. Ça rétroéclaire d'ailleurs une bonne partie de l'histoire du conflit. Ça rétroéclaire la Nakba de 1967, ça rétroéclaire la Nakba de 1948-49. Exode, expulsion, volontaire, subie, tout ça. C'est ça aussi qui rend la situation actuelle proprement hallucinatoire d'une certaine manière et qui fait que le débat est si violent. C'est qu'en fait, il fonctionne comme des flashbacks en fait, de tout le conflit. C'est comme si tout le conflit en fait, se rejouait en accéléré dans un temps très court et dans un espace hyper comprimé. Ce qui donne, je pense, cette espèce de sensation de suffocation. On a l'impression de subir en fait les 75 ans du conflit, ou même les 130 ans du conflit en quelques semaines, et sur un tout petit territoire. Et puis, dernière déclaration que je voudrais soumettre à votre sagacité, Louis Chabag. Alors, dernière déclaration, mais qui était le premier orateur de la soirée, pour vous dire qu'il était important. C'est le premier à avoir parlé. Uzi Chabag, il a été membre du groupe terroriste qui planifiait le dynamitage de la mosquée Al-Aqsa. Vous savez, dans les années 80. Charles Anderlin a fait un livre assez important là-dessus. Il a passé du temps en prison. Et donc dimanche, il était le premier orateur. Et il a donné en fait, je crois, la clé de ce qui est en train d'arriver. Il a dit, nous devons aller au-delà du projet de Théodore Herzl. Ça a l'air de rien, mais en Israël, Herzl, c'est le père de l'État, plus que ça, c'est le grand-père de l'État. Le père, c'est Ben Gurion, mais Herzl, c'est une figure extrêmement importante. Aller au-delà de Herzl, ça veut dire assumer un programme post-sioniste, au sens strict. Post-sioniste, c'est-à-dire abandonner en fait le cœur du projet sioniste. Le cœur du projet sioniste, c'est quoi? C'est mettre en sécurité, quelque part, en Ouganda, en Palestine, quelque part, les juifs de diaspora menacés par l'antisémitisme. C'est ça Donc la question de la sécurité, de la mise en sécurité est fondamentale. C'est pour ça que jusqu'aux années 1970, il n'est pas question de coloniser par exemple au cœur de la Cisjordanie, il n'est pas question de coloniser à Hébron, il n'est pas question d'habiter à Jérusalem-Est, parce que c'est dangereux. Tout simplement, ça contrevient en fait au cœur du projet. La question, c'est la sécurité. Mais ces messianistes post-sionistes savent très bien que c'est dangereux. Enfin, je veux dire, et d'ailleurs, parfois dans des échanges, ils disent oui, il y aura des morts. Mais en fait, on n'est plus dans le projet de Herzl. On n'est plus dans le projet sioniste. La question, c'est pas la mise en sécurité des juifs de diaspora. D'ailleurs, on voudrait bien qu'ils viennent moins, les juifs de diaspora. C'est le deuxième grand dissensus israélien aujourd'hui, parce que ces messianistes, ce sont des faux juifs ou des mauvais juifs. Nous, on va fabriquer nos vrais juifs sur place, et oui, il y aura des morts, mais en fait, on est dans autre chose, on est dans un projet de restauration messianique du royaume d'Israël. C'est plus le projet sioniste, en fait. Et c'est parfaitement assumé. Donc, sachez que dès avant le 7 octobre, il y avait ce tournant historique qui est en train de vivre Israël, qui est un tournant post-sioniste, j'y insiste, parce que les deux consensus du projet sioniste sont atteints, la sécurité, et ce qui s'est passé d'ailleurs le 7 octobre l'a démontré, et puis aussi une définition, on va dire, extensive de la judéité qui permet y compris des juifs libéraux américains ou des juifs libéraux français qui n'ont qu'un seul de leurs 4 grands-parents réputés juifs de bénéficier de la loi du retour et de venir s'installer en Israël. Vous savez que le gouvernement Netanyahou, avant le 7 octobre, avait ce projet-là de restreindre la définition de la judéité, ce qui venait à creuser encore le fossé entre Israël et les diasporas. Vous savez que l'origine du
droit israélien, qui fonde le droit au retour, c'est de dire si quelqu'un a pu être menacé dans son intégrité physique en tant que juif pendant la Deuxième Guerre mondiale par les nazis, il doit pouvoir bénéficier d'un refuge en Israël. Et donc c'est pour ça que les Israéliens, de façon très assumée, ont repris la définition extensive, la définition nazie en fait de la judéité, un seul des quatre grands-parents, qui n'est pas du tout la définition rabbinique ni orthodoxe. Et un des consensus qui est très violemment remis en cause aujourd'hui, c'est ce consensus-là. On va laisser en fait ces pseudo-juifs à l'extérieur de l'État et on va construire un nouveau projet, un projet post-sioniste et messianique. Je voudrais peut-être terminer par là pour dire que, pour essayer de recaler le moment dans lequel on est dans ces grandes matrices idéologiques, donc on l'a vu déjà du côté israélien et du côté palestinien également. D'abord, je termine sur le volet israélien pour dire que ce post-sionisme, et là c'est l'historien qui parle, et c'est l'intérêt de remonter un petit peu plus loin que 1948, peut-être même un petit peu plus loin que 1917, peut-être même un petit peu plus loin que 1897. On a tendance, parfois, vu de France, à dire c'est incroyable, le projet sioniste, c'était des kibbutzim socialistes, laïques, collectivistes. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, c'est des messianistes religieux? Généralement, c'est pour le déplorer. Alors on dit, ah oui, mais c'est parce qu'il y a eu la chute du mur de Berlin, la matrice idéologique s'est effritée, s'est effondrée. Bon, c'est vrai, tout ça est vrai. Mais c'est comme s'il y avait une histoire comme ça, un petit peu bancale. Si on remonte un petit peu plus en amont, et si on travaille sur ce qu'on peut appeler le proto-sionisme, c'est-à-dire des mouvements sionistes, on va dire, d'avant le Congrès de Bâle, d'avant 1897, d'avant Herzl, 18e siècle, début du 19e siècle, des mouvements proto-sionistes qui étaient souvent portés par des chrétiens évangélistes, américains, anglais, voilà, des évangélistes anglo-saxons qui voulaient restaurer le royaume d'Israël dans une perspective eschatologique. Ce sont ces proto-sionistes qui sont de retour aujourd'hui. Et vous voyez que là, d'un coup, on a une évolution historique qui est d'une certaine manière beaucoup plus cohérente. Et c'est un peu myope, en fait, de dire c'est incroyable comme les kibbutzim des années 50 se sont laissés manger par les messianistes religieux. En fait, les messianistes religieux, alors on a bon droit de dire qu'effectivement, ils mettent à bas le consensus sioniste qui a présidé à la fondation de l'État en 1948, c'est vrai. Sécurité, au premier plan, ils n'ont plus rien à faire. Et puis, ouverture à des migrations assez larges. Donc c'est vrai, mais eux ont raison de dire que, en fait, ils se réfèrent aussi à des textes sionistes assez anciens, des textes proto-sionistes. Et donc, voilà, c'est juste un nouveau récit qu'ils sont en train de construire. En fait, c'est la figure d'Abraham Cook, notamment, qui peut permettre d'évoquer ça. Donc voilà, du côté israélien, on a basculé dans autre chose. C'est ce qui permet aussi de comprendre ce qui se passe à Gaza. C'est ce qui permet que quand on dit que les Israéliens sont aujourd'hui dans une logique suicidaire, dans une logique de mise en danger véritablement de l'État, il faut savoir qui est aux manettes, qui est aux commandes. Et ils assument pour toute une partie d'entre eux. Du côté palestinien, on est dans un moment complètement différent. À la fois, se rejoue à Gaza, sur un tout petit territoire mais qui accueille 80% de réfugiés. 80% des habitants de Gaza sont soit des réfugiés, soit des descendants de réfugiés. Je le rappelle toujours, que le terme même de Gazaoui est un petit peu mensonger en fait. Les habitants de Gaza sont des Palestiniens, de toute la Palestine. Et ils se vivent comme ça, et ils le savent très bien. Et chaque famille sait exactement d'où elle vient, de quel village palestinien, de quelle ville, de quelle région, etc. Donc, c'est aussi pour cela qu'on ne doit pas du tout isoler la question de Gaza de la question palestinienne dans son ensemble. C'est parce que les populations de Gaza sont des Palestiniens, pour 80% d'entre eux, qui ne sont pas originaires de Gaza. Donc pour les Palestiniens, ce qui se passe à Gaza, parce qu'ils sont des réfugiés, c'est une espèce de comme un effet Larsen en fait.
ces réfugiés de toute la Palestine, de 1948-49, de 1967, on leur demande de quitter Gaza City, Gazaville, tout le nord de la bande de Gaza, ça a été 1,3 million de déplacés, 1,5 million de déplacés vers le sud. Ensuite, les combats démarrent vers le sud, on leur dit de se déplacer sur la plage à Al-Mawassi, hein, c'est l'immense camp de réfugiés que vous voyez. Ce camp de réfugiés, y compris aujourd'hui, est pris pour cible, donc ils sont à nouveau déplacés, donc c'est vraiment une espèce c'est totalement vertigineux en fait, hein. Ce sont des réfugiés qui ne cessent de se déplacer et de se réfugier. Donc ça atteint le cœur de l'identité palestinienne. Le combat consiste aussi à faire libérer des prisonniers dans les prisons palestiniennes, ce qui est au cœur des mobilisations. Mais il y a des mouvements plus profonds. Il y a des mouvements plus profonds du côté du Hamas, du côté de ce qui reste de l'autorité palestinienne. Ces mouvements plus profonds, c'est quel est l'objectif? Pour quel État de Palestine on se bat? Je ne discute pas des moyens. Hein. Je vous le dis, ni vous ni moi ne sommes sur le champ de bataille. Par contre, on peut évaluer, on peut peser les objectifs. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le tournant historique, idéologique de l'OLP, en 1987, 1988, 1989, quand Yasser Arafat était à Paris, vous savez, et qu'il dit ce fameux mot caduc, hein, que lui souffle Mitterrand, hein, c'est la séquence 87-89, où il est en pleine intifada. Et pendant cette intifada, Arafat, l'OLP, toute cette génération-là et la communauté internationale considèrent qu'il y a une opportunité, en fait, peut-être pour négocier un nouveau rapport de force qui fait que peut-être les Palestiniens peuvent s'auto-représenter par l'intermédiaire de l'OLP et Yasser Arafat pour négocier, mais que donc pour négocier, il faut forcément qu'ils reconnaissent l'intermédiaire qui va s'asseoir en face d'eux à la table des négociations. Et donc Arafat accepte en fait d'abattre son jeu d'un coup, reconnaissance de facto de l'État d'Israël à l'intérieur des frontières de 67, donc sur 78% du territoire de la Palestine historique, et revendication d'un État palestinien sur 22% du territoire. Et je crois qu'Arafat et toute la direction de l'OLP pense très sincèrement que ça va marcher, que ça va fonctionner, et que un État palestinien viable sera créé sur 22% de la Palestine historique. C'est un pari historique, donc a été raté, mais voilà. C'est assez frappant de constater que exactement au même moment, un mouvement concurrent est créé, en 1987, le Hamas, qui reprend d'une certaine manière le siège vide de l'OLP et qui revendique un État palestinien entièrement souverain de la mer Méditerranée au Jourdain. Mais ce n'est pas complètement nouveau. De 1964 à 1988, la charte de l'OLP, c'est un État palestinien de la mer au Jourdain. Donc le Hamas reprend d'une certaine manière ce programme. Et puis, le Hamas ensuite fait de la politique, fait aussi de l'action sociale, devient de plus en plus influent, non seulement à Gaza, qui est son point de départ, mais aussi en Cisjordanie, dans les universités, encore une fois, par une forme de militantisme et d'action sociale très très en profondeur. Le Hamas remporte les élections législatives de 2006 à la loyale, hein. Des milliers et des milliers d'observateurs internationaux qui considèrent qui ont tous constaté que ces élections avaient été parfaitement transparentes, avec des taux de participation énormes, aucune entrave au vote, et le Hamas remporte 75 sièges, quand l'OLP ne remporte que 43. Donc le Hamas a gagné en 2006, et d'ailleurs, Mahmoud Abbas n'a pas d'autre choix. Yasser Arafat est mort l'année précédente. Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, n'a pas d'autre choix que de nommer un Premier ministre. Ça paraît très curieux, de rappeler, c'est assez banal, le Premier ministre issu de la majorité du Parlement, qui s'appelle Ismaël Haniyeh. Premier ministre de Mahmoud Abbas. Mais on croit encore à ce moment-là que le processus de paix existe. On veut, en tout cas on fait semblant d'y croire, donc pour certains on y croit encore, et la communauté internationale et l'autorité palestinienne sont d'accord en fait pour
marginalisé, y compris la direction politique du Hamas. Ismaël Haniyeh, ce n'est pas la branche militaire, c'est la direction politique, et pour en fait l'empêcher d'avoir une quelconque marge de manœuvre et de gouverner en réalité. Ismaël Haniyeh est obligé de démissionner, et ensuite, c'est la guerre civile Fatah-Hamas de 2007, à Gaza en particulier, et le Hamas qui remporte la mise à Gaza. Ce qui est évidemment le point de départ de ce qui est arrivé, le 7 octobre. Mais tout ça ne freine pas une tendance lourde, une maturation idéologique et politique du mouvement national palestinien, devrais-je dire des mouvements nationaux palestiniens, qui a toujours été de commencer par une revendication d'une Palestine entièrement souveraine de la mer au Jourdain, l'OLP de 64 à 88, le Hamas de 1988 à 2017. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette fameuse charte réformée du Hamas de 2017. En fait, c'est pas une charte. C'est pas une charte réformée. Elle n'annule pas la charte de 1988. De même d'ailleurs que les déclarations d'Arafat de 1988 n'annulaient pas la charte de l'OLP de 1964. Au passage, donc les Israéliens ont bien négocié avec un partenaire qui n'avait pas formellement annulé sa charte fondatrice de 1964. Mais en 2017, au contraire, alors que la charte, alors si vous disiez la charte du Hamas, c'est vraiment personne ne sait vraiment par qui elle a été rédigée. C'est un tissu d'âneries et de bêtises antisémites, mais c'est une caricature de texte antisémite, la charte du Hamas de 1988. Pardon. A l'inverse, le texte de 2017, c'est un texte qui a été longuement élaboré politiquement, discuté, avec des rapports de force à l'intérieur du Hamas, avec des courants, avec la branche militaire, avec la branche politique, mais pas seulement, avec le Hamas de Gaza, avec le Hamas de Cisjordanie, avec le Hamas turc, le Hamas de Doha, enfin, voilà, c'est un mouvement complexe. Et en 2017, sort un texte qui est très proche, en fait, de la ligne de l'OLP, et avec en particulier le fait que le consensus national, c'est de se battre pour un État souverain, pleinement indépendant, à l'intérieur, je cite le texte de 2017, à l'intérieur des frontières du 4 juin 1967, c'est-à-dire la veille du 5, la veille de la guerre des 6 jours. Donc, c'est qui est de facto une reconnaissance de l'État d'Israël. Donc, ça c'est 2017. C'est pas si ancien. Alors, la question de savoir si l'opération du 7 octobre 2023, organisée par la branche militaire, sans que la branche politique ne soit évidemment informée, c'est évident, mais ça on le savait dès le 7 octobre au soir. Comment peut-on imaginer qu'une telle opération, mais sinon elle ne pouvait pas se faire. Je ne suis pas en train de dire que la branche politique n'était pas d'accord. Je suis en train de dire que la branche politique ne pouvait pas être au courant. Parce que pour des raisons, sinon, les Israéliens étaient au courant dans la minute. Hein, il y a des agents israéliens partout à Doha. Donc voilà. Cette opération organisée par la branche militaire, et en l'occurrence, en plus, par la branche de Gaza, hein, est-ce que cette opération visait à torpiller ce bouger idéologique du texte de 2017, ou est-ce que c'était un moyen particulièrement radical et horrifique de modifier durablement le rapport de force pour arriver à ses fins par d'autres moyens? Ça, on ne le sait pas. On ne le sait pas encore, en fait. On ne le sait pas encore, mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est ça qui est extrêmement frappant, et c'est ça que ce qui s'est passé le 7 octobre et ce qui se passe depuis le 7 octobre risque un petit peu de nous masquer, de nous voiler la face. C'est que, alors que du côté israélien, il y a effectivement une course vers un suprémacisme d'extrême droite qui est de plus en plus débridé, et qui se traduit dans les urnes, etc. Hein, c'est l'avantage pour le coup d'un système démocratique, hein, c'est qu'il y a des élections, les gens votent, donc ça permet de suivre les choses assez simplement. Du côté palestinien, il y a moins d'élections, pour des raisons c'est très banales, hein, de terrain, mais il y a des élections dans les universités, par exemple, hein, qui permettent de montrer que le Hamas ne cesse de gagner du terrain, bien avant le 7 octobre. Il y a des élections municipales aussi, le Hamas gagne du terrain. C'est les deux observatoires.
Du côté palestinien, au contraire, hein, on a une maturation des objectifs politiques qui, évidemment, ne collent pas du tout avec ce qu'on a vu le 7 octobre 2023. Donc là, il faut attendre, hein, il faut aussi attendre hein, que la poussière soit retombée pour comprendre ce qui peut advenir. Mais je terminerai là-dessus. On a eu des déclarations assez convergentes de membres assez élevés, assez haut placés du Hamas, qui disent que peut-être que finalement la perspective, c'est que le Hamas rejoigne l'OLP. Vous devez savoir que l'OLP, c'est pas un parti. Hein. Fatah, c'est un parti. L'OLP, c'est une organisation. C'est comme une confédération, si vous voulez. Donc, n'importe quel parti, faction, peut demander à rejoindre l'Organisation de libération de la Palestine. Ce que le Hamas n'avait jamais fait pour l'instant. Pour rejoindre l'OLP, ça suppose de rentrer dans la ligne. En tout cas, dans le consensus minimal, et en particulier de considérer qu'on va se battre pour un État palestinien souverain à l'intérieur des frontières du 4 juin 1967. Donc, voilà, je terminerai là-dessus en vous disant que ce qui se passe est évidemment horrifique, horrifiant, à la fois ce qui s'est passé le 7 octobre, ce qui se passe à Gaza depuis le 7 octobre, mais que ça n'annule pas non plus totalement les mouvements politiques profonds, dans les deux sens, hein, qui se sont exprimés jusque-là. Tout n'a pas changé le 7 octobre. De même que les 750 000 colons de Cisjordanie n'ont pas bougé. Quand on parle de solution à deux États, comme si d'un coup elle redevenait viable et souhaitable, désirable peut-être, mais viable. Non, il n'y a pas moins de colons le 8 octobre que le 6. Hein. Ils sont même plutôt plus déterminés que jamais et beaucoup mieux armés. Donc voilà, c'est ça la grande difficulté, et je reviens à cette question du métier de l'historien, c'est qu'il faut absolument accueillir l'événement dans son irréductible singularité. Il est sans précédent. Hein. Ce qui est arrivé le 7 octobre est sans précédent dans le conflit, est sans précédent pour Israël. Ce qui arrive à Gaza depuis le 7 octobre est sans précédent en termes de nombre de morts, en termes de ratio entre les morts civiles et les combattants, etc. Tout ça est sans précédent, mais pourtant, ça s'inscrit quand même dans un récit, dans un enchaînement de cause à effet qui évidemment est en développement. J'avais dit que je m'arrêtais à 19h, mais pas interrompu. Il est 19h06, j'ai encore plein de choses éventuellement à vous raconter, mais j'aurais qu'on garde du temps pour les questions. Je vous remercie beaucoup.